contemplation avant le chant. La Sangha est invitée à retourner et à suivre sa respiration, afin que l'énergie collective de pleine conscience la rassemble comme un organisme, sans aucune séparation, coulant comme une rivière. Puissions-nous respirer comme un seul corps, chanter comme un seul corps, écouter comme un seul corps, et transcender les frontières d'un soi illusoire, nous libérant ainsi des complexes de supériorité, d'infériorité et d'égalité. I take refuge in the Buddha, the one who shows me the way in this life. I take refuge in the Dhamma, the way of understanding and of love. I take refuge in the Sangha,
Chère Thaï, chère communauté bien-aimée, aujourd'hui nous sommes le 27 avril 2023 et nous sommes au hameau du Bas. J'inspire, je sais que mon cœur bat vite. J'expire, je souris, je me détends dans la joie de pouvoir être ensemble ce matin et toute la journée. J'ai toujours beaucoup de plaisir à préparer les enseignements. J'en donne pas souvent. C'est mon deuxième enseignement avec toute la Sangha. C'est toujours une joie de pouvoir plonger dans l'océan du Dharma, de savoir un petit peu nager, mais de choisir qu'est-ce que je vais partager. J'inspire, je sais que mon cœur bat encore vite. J'expire, je me détends. Ce que je suis en train de vous partager, là en direct, c'est probablement quelque chose que je n'aurais pas pu faire avant. De pouvoir juste m'autoriser à être dans un espace un petit peu inconfortable. Avant, j'aurais pris la fuite. Je me serais cachée quelque part. Je sais que ça va passer,
que tout est impermanent et que dans 5 minutes, je serai dans un état un peu plus normal, j'espère. C'est ce qui se passe souvent. Au tout début, le cœur bat vite et ensuite, ça va mieux. Parce que je bénéficie aussi de l'énergie collective qu'il y a dans la salle, de votre bienveillance, de l'environnement dans lequel je suis. Ce qui se passe pour moi individuellement, c'est aussi grâce à vous collectivement. L'énergie de pleine conscience qu'on génère, de détente, de présence, me permet aussi de me détendre. Donc j'ai beaucoup de choses, comme très souvent, à vous partager et on verra où ça nous mène. Je ne sais pas trop moi-même. En essayant de clarifier les choses qui étaient pour moi importantes aujourd'hui de vous partager. En lien avec notre chemin spirituel, intérieur, de transformation, de liberté, de libération. La première chose, c'est d'être ouvert à se redécouvrir. Notre frère, dimanche dernier, a utilisé pratiquement tous les sujets dont je voulais parler. La joie, le lâcher-prise. Donc il a fallu que je lâche prise de ce que j'étais en train de commencer à préparer. Mais le lâcher-prise va quand même faire partie de notre matinée, puisque c'est un élément essentiel pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir un nouveau regard sur nous-mêmes, sur nos proches, sur le monde. Il faut pouvoir avoir cette capacité de lâcher nos idées. La méditation, la pleine conscience, le fait de pouvoir revenir à chaque instant, autant qu'on peut, dans le moment présent, peut nous faire toucher une autre dimension de la réalité. De qui on est, de qui est l'autre. Une autre dimension de la réalité qui nous ouvre d'autres possibles. Et qui vont nous accompagner dans les prochaines années, qui vont être un petit peu difficiles. Avec toutes les crises qui commencent à bien prendre forme, les crises écologiques, les crises sociales, migratoires, et tout ce qui va avec, puisque tout est connecté. On peut trouver des solutions, soi-disant des solutions, techniques ou systémiques. Mais la vraie solution, elle est à l'intérieur.
Peu importe ce qui va se passer, peu importe ce qui se passe aujourd'hui, les graines de peur, de colère, d'impuissance, de tristesse, de désespoir. La liste est longue. Elles sont en nous. Et pour une raison peut-être stratégique, je ne sais pas, les réseaux sociaux et les médias mainstream, courants, voilà, arrosent ces graines de peur, de désespoir, de tristesse. Nous sommes en guerre. Souvent, hein, on entend ce vocabulaire. L'énergie de pleine conscience qui nous permet d'être présents à nous-mêmes, nous permet de reconnaître ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que je suis en train d'écouter ? Qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Qu'est-ce que je suis en train de lire ? Etc. Qui arrose ? Qu'est-ce que je suis en train d'arroser ? Donc je vous invite, pour les personnes qui rentrent à la maison demain, pour les personnes qui vivent ici, on est un petit peu plus protégés ici. L'environnement, on crée un environnement où justement on essaye d'éviter d'arroser ces graines. Mais parfois on est maladroite dans nos paroles, dans nos gestes. Et on peut créer de la souffrance sans le vouloir, sans le savoir. Donc de regarder dans notre vie quotidienne, peu importe où on se trouve, ici dans le monastère ou à l'extérieur, et de voir comment est-ce que je prends soin de mon paysage intérieur. À quoi ressemble mon paysage intérieur ? Est-ce qu'il est beau, agréable, paisible, calme ? Ou est-ce que c'est la tempête, les tornades ? Et peu importe ce qui est là. Accepter l'ombre et la lumière. La tristesse, la colère sont aussi des énergies. Comment est-ce qu'on utilise ces énergies ? Est-ce qu'on les laisse nous submerger et nous faire dire et faire des choses qu'on regrette ? Ou est-ce qu'on les utilise à bon escient, en s'associant avec d'autres personnes pour faire des belles choses ? Transformer, métamorphoser. Sentiment d'impuissance qui, je pense, est dans beaucoup, y compris moi-même. Quand on regarde l'état du monde, pas facile de savoir où se situer. On a envie de faire quelque chose pour changer l'état du monde. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut commencer ici, maintenant, dans notre jardin, dans notre potager, dans notre voisinage, à la maison, à l'intérieur de nous. Et c'est là où ça commence. On peut rejoindre des mouvements écologistes, lutte sociale, etc. Mais si à l'intérieur de nous, il n'y a pas suffisamment de paix et de joie de vivre, et qu'on s'engage vraiment dans du militantisme, on va craquer.
Donc de regarder dans notre vie qu'est-ce qu'on fait dans notre vie quotidienne ou dans la semaine, dans le mois, pour prendre soin de la souffrance et créer des moments de bonheur. Et il n'y a pas besoin de grand-chose pour toucher le bonheur. Le bonheur est disponible là, maintenant, tout de suite. J'arrive à me recentrer, à respirer tranquillement. Mes soucis n'ont pas forcément disparu, mais là, maintenant, ça va. Je peux prendre quelques instants pour juste me détendre. Ceci est un moment de détente, de bien-être, de bonheur. Et il faut le reconnaître tel qu'il l'est. Il n'y a pas à chercher plus compliqué. Le bonheur des petites choses simples. Et pour ça, il faut, comme le frère l'a dit dimanche, l'histoire des vaches, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'idée qu'on a du bonheur. Que tant que justice ne sera pas faite, tant que l'égalité partout sur la terre ne sera pas là, tant qu'il y aura des discriminations, le bonheur ne sera pas possible. Je ne serai pas en paix. Alors il y a un peu de ça. On a aussi besoin de cette tension à l'intérieur de nous qui va nous booster, qui va éveiller notre bodhicitta à vouloir faire quelque chose pour qu'il y ait moins de souffrance dans le monde. Mais si on est accaparé juste dans cette vision, dans ce tunnel, c'est le burn-out assuré. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient très contentes d'être assis à côté de vous. La réalité de l'impermanence. On vit dans le monde, dans le moment historique, le passé, le présent, le futur. Notre vie sera de moyenne de 80 ans, 90. Mais on sait bien que ça, c'est juste une idée de la réalité de notre monde. On fait partie d'un courant de vie. Et ce qu'on vit là en ce moment, en tant qu'humanité, est le résultat de ces 2 derniers siècles d'industrialisation, d'avoir mis le modèle économique en premier, l'homo economicus, théorie de l'être humain comme quoi nous serions des êtres rationnels et qui pouvons maximiser, faire du profit. Et là, on arrive à la fin, à la fin de ce modèle. Et on est de plus en plus nombreux à le savoir. Et sans doute que les politiques aussi le savent.
repenser, réimaginer un monde nouveau. Voilà quelque chose de palpitant, de joyeux, d'enthousiasmant. On en est là. On peut choisir un monde avec l'intelligence artificielle, des robots partout, des trucs virtuels, la technologie à gogo, quoi. Je suis pas sûre que pour des êtres sensibles que nous sommes, ça soit très adapté. On va écouter un son de cloche. Laisser les vibrations du son de cloche pénétrer dans chaque cellule de notre corps, de notre cœur, de notre esprit. Laisser notre souffle aller et venir tranquillement, sans rien changer. Être juste conscient, consciente de ce moment. Une des premières choses que j'ai découvert sur moi-même, les premières années ici, c'est que j'avais beaucoup de colère. Avant de venir ici, j'étais plutôt avec des personnes qui vivent dans la rue, les jeunes marginaux qui font la manche avec des chiens, tout ça. C'était mon environnement avant. Donc moi, à côté, j'étais un peu un ange, quoi. Donc quand j'arrive ici, c'est l'inverse. Me redécouvrir. Avoir un nouveau regard sur moi et d'accepter qu'il y a beaucoup de colère, de pouvoir embrasser la dépression qui était là depuis de nombreuses années, sentiment de solitude, et tout ça grâce à l'énergie d'amour générée grâce à la pleine conscience. On a un très beau livre de Sor Chan Kong, La force de l'amour. L'énergie de présence, c'est rien d'autre que l'énergie de l'amour. Et on commence avec soi. Toujours. Si on oublie cette étape, il n'y a pas de fondation pour le reste. J'aimerais demander à Sœur Swan Han. On va regarder une image ensemble
psychiatre américain qui a eu aussi le prix Nobel, a fait des recherches sur l'impact de nos émotions sur notre vision du monde. On peut commencer en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Oui. Et chaque émotion a un niveau de vibration. On sait avec la physique quantique que tout vibre et que notre corps a aussi une dimension quantique. Donc on n'est pas là pour dire c'est une vérité absolue. C'est juste pour nous aider aussi à comprendre que quand on est plutôt en bas, que nous voyons notre vie comme misérable, tout à droite pour vous, qu'on est dans l'exigence, qu'on est souvent déçu, qu'on a peur, on est dans des énergies qui nous amènent vers le bas. Et là où c'est intéressant, le courage, tu peux monter, c'est là où il y a quelque chose qui se passe. Quand on arrive à toucher en nous profondément une source qui nous dit c'est possible. J'y crois, c'est possible. Ça nous donne du courage. Du courage pour lâcher prise. Et se lancer dans l'inconnu, peut-être. Et monter dans des énergies hautes, où la vie a du sens, où il y a plus d'harmonie, de l'espoir, où on est content. On n'a plus besoin d'aller chercher ailleurs. Même s'il y a toujours des choses à améliorer, mais ça va. On est quand même satisfait. Et évidemment, tout en haut, la paix, la joie, l'amour sont évidemment des éléments du chemin spirituel. Merci, sœur. On a besoin d'agir dans notre vie intérieure, dans notre transformation. Il y a besoin de mouvement, mais il y a aussi besoin de non-action. Et c'est à nous de trouver l'équilibre entre l'action qui crée, qui nous permet aussi de rendre forme l'énergie de colère, de tristesse, de désespoir. Et on a aussi besoin de calme. En anglais, c'est stillness. De calme, on ne bouge pas, on est là. On respire, on embrasse, on crée un espace de bienveillance, de paix, d'accueil de ce qui est là, des peurs, du futur proche, futur dans 5 ans, dans 10 ans,
Personne ne sait ce qui va se passer. Mais probablement que ça va pas être génial. Et si on sait déjà à l'avance que ça va pas forcément être génial, alors il faut redoubler notre moteur de joie, d'humour, de joie de vivre, de prendre soin, là, maintenant, tout de suite, des uns et des autres, de la nature, de notre environnement intérieur et extérieur. Parce que les deux ne sont pas séparés. Et il ne faut pas attendre que la cata arrive pour le faire. C'est tous les jours un petit peu. Tous les jours un petit peu. Même si c'est un petit peu, c'est déjà beaucoup. Et après, ça devient peut-être une habitude, et puis le petit peu, il devient un peu plus, et puis après, voilà. Le courage de regarder nos tendances en tant qu'être humain. Alors pour les personnes qui ont souvent eu la grande chance de pouvoir m'écouter, je retombe toujours sur les mêmes choses. Parce que je parle de ma pratique, certainement. Donc on va aller voir Manas un petit peu, la 7e conscience, qui est dans chacun de nous et qui est assez simple à comprendre intellectuellement. Notre tendance naturelle est de rechercher les plaisirs. Plaisir, ça veut dire bien-être, confort. La deuxième, évidemment, celle qui va avec, c'est de fuir la souffrance. On n'a pas envie d'aller vers la souffrance. On n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie de pleurer, on n'a pas envie d'être dans le désespoir. Donc souvent, quand on n'a pas de chemin, de pratique concrète qui peuvent nous aider, ou alors qu'on commence à pratiquer et qu'on n'est pas encore solide, dès que la souffrance arrive, monte, se manifeste, peut-être notre tendance est de la repousser, parce qu'on sait qu'on va être submergé et qu'on n'a pas la capacité. Et c'est pour ça que de prendre refuge dans une sangha, dans une communauté de pratique, dans un environnement où on peut prendre toute l'énergie que vous voulez pour nous aider. Et même nous, les monastiques, où je vais parler de moi, des fois on a aussi des bas, et ben on prend refuge dans la sangha. Juste être dans le bain, prendre un bain de sangha. Et c'est pour ça qu'on vous encourage à la maison d'essayer de trouver une sangha locale. Et maintenant, depuis le Covid, il y a aussi en ligne. C'est pas pareil, mais je crois que ça marche quand même. Éviter la souffrance, rechercher les plaisirs à l'extrême, en oubliant que les plaisirs peuvent causer beaucoup de dégâts. Et en oubliant qu'il y a un côté positif dans la souffrance. Quand on a des outils, quand on a la pratique, quand on sait revenir à soi, s'ancrer à l'intérieur, laisser passer le nuage noir, le laisser passer,
le regarder et hop, dire ok, je n'ai pas la capacité, je sais que tu es là, je sais que tu vas revenir, je te laisse passer, tranquille. Et un jour, on aura la capacité de vraiment regarder cette souffrance, la racine de la souffrance. Mais si on commence en essayant de retrousser les manches et de creuser pour essayer de trouver la racine du pourquoi, du comment, on va certainement s'enfoncer encore plus. Et donc souvent, la première chose à faire, qui peut sembler un peu mielleux, c'est d'apprendre comment toucher la joie en soi, la joie et la paix. Pour moi, la paix a été plus facile à toucher, plus rapidement, que la joie. Peu importe la porte d'entrée que vous allez prendre, que ce soit la marche, la relaxation totale, l'assise, être ensemble, en sangha, écouter les oiseaux chanter, regarder les feuilles se balancer, avoir un regard poétique sur le monde. La poésie et la spiritualité ne font qu'un. La poésie peut être sérieuse, mais amène de la légèreté. Et on a besoin de légèreté. On est devenus des adultes trop sérieux. Donc ce matin, je me promenais un peu dans le hameau, puis je voyais des personnes du hameau du haut, je pense, jouer au basket. Et des fois, on voit les personnes jouer au ping-pong, des choses que probablement vous n'avez jamais fait depuis de nombreuses années. De retoucher l'enfant intérieur. La joie de vivre simple, dans des choses simples. Il n'y a pas d'imperfection. Il y a des imperfections que pour les personnes qui recherchent la perfection, qui est juste une idée. Ça n'existe pas. De même que peut-être, je le mets là, hein, ça va peut-être titiller des gens, je ne sais pas. Peut-être qu'aussi l'égalité est aussi un concept. Ça peut être un sujet de... Non, pas de discussion du dharma. Je mentionne ça parce que souvent on essaye de chercher la perfection, d'être un pratiquant, une pratiquante, qui pratique depuis 10 ans, 15 ans, 5 ans, et quand même qui devrait ne plus être en colère, qui devrait savoir gérer ses émotions, etc., etc. Alors qu'on pourrait très bien envisager d'utiliser ces perfections pour les sublimer. Sœur Swanhan, tu peux mettre l'image de l'art japonais Kintsugi. J'espère qu'il n'y a pas des Japonais dans la salle. J'aurais mal prononcé. Où au lieu d'essayer de cacher les imperfections,
l'atlas, de cacher les imperfections, de les dissimuler, on s'en sert. Je suis tombée sur cette photo hier, en bas. Ouais. Et je me suis dit, oh, ça c'est intéressant. Combien d'entre nous ont les épaules un peu lourdes de responsabilité, de sérieux, de culpabilité, de plein de choses, de ressentiment, de honte. On revient à la première image qu'on avait vue. Tout ça, dans la mythologie grecque, il est condamné à porter la voûte céleste. Et on oublie de se détendre, on oublie de lâcher prise, on oublie la légèreté de vivre. Donc, question, comment reconnaître quelles sont nos brisures, la colère, la frustration, la tristesse, toujours être dans la réaction. C'est à vous de voir. Et ça, c'est la pleine conscience qui nous permet de le voir. Deuxième, acceptation. C'est OK. On n'a pas besoin d'être parfait. Et on est sur le chemin. Pour changer, évoluer, transformer, et ça prendra le temps que ça prendra. Avoir le courage de dire c'est OK. Je m'accepte tel que je suis, avec mes qualités. Il ne faut pas oublier les qualités. Je parle beaucoup de choses plutôt négatives, entre guillemets. Et les choses négatives qui peuvent devenir belles. Merci, sœur. Comme le compost qu'on peut utiliser au jardin. Comme la boue qui permet au lotus de fleurir. On a le courage du guerrier, de la guerrière. On y va. On y va, mais tranquille. On n'y va pas à la tête dans le guidon. On y va aussi en étant des méditants. Action, non-action. Et avoir cette présence, ce calme, cet ancrage grâce à la méditation, à la pleine conscience, dans l'action, pour pouvoir voir ce qui se passe et de dire, ok, là je vais rien dire. Je vais rien dire, je vais juste écouter. Là, je vais rien faire. Je vais juste offrir ma présence. Hannah Arendt a dit beaucoup de choses. A dit les mots justes trouvés au bon moment sont de l'action. Tai le dit aussi, d'une autre manière. J'étais dans Hannah Arendt, dans la banalité du mal, dans le totalitarisme, et en
relation avec notre société qui prend des formes un petit peu autoritaires. Mais n'empêche qu'il y a toujours des gens qui vont aller manifester contre l'autoroute A69 à côté de Toulouse. On n'a pas besoin de détruire 400 hectares de forêt pour construire une autoroute alors qu'il y a déjà une route et qu'on sait que la biodiversité est en train de chuter. Action. On va y aller en chantant, en fanfare, en s'amusant. Sainte-Soline, ça a été un peu moins amusant contre les méga bassines. Et là, on est dans des exemples concrets. Je parle des exemples en France, désolée pour les personnes qui ne savent pas de quoi je parle. Des exemples concrets où il y a comme un aveuglement de ceux qui sont au pouvoir dans le système et qui essayent de maintenir ce système parce que peut-être ils n'ont pas forcément d'autres possibilités selon eux. Et ça fuit de tous les côtés. Et ça va être comme ça de plus en plus. Et donc c'est pour ça, encore une fois, je le répète, qu'il faut venir ensemble dans la joie, dans la légèreté, de s'amuser, dans le respect les uns des autres, dans le respect de notre mère Terre et de tous ses habitants. J'ai parlé du guerrier, de la guerrière qui est en nous, du méditant qui est en nous. Et le troisième aspect, c'est la poésie, l'artiste. Si je ne me trompe pas, je pense que tous les enfants dessinent, presque tous. Ce sont des artistes. Nous avons tous et toutes dessiné quand nous étions petits, petites. Où est passée cette graine ? Alors il y en a qui l'ont développée et qui font de la musique, de la poésie, de l'art graphique, de la peinture, de la danse, du théâtre. Et on a tous cette graine. Et donc je vous invite à retoucher cette graine de poésie. Le monde a besoin de poésie. Pour les francophones encore. Cyril Dion, du mouvement écologique, a sorti un livre, Résistance poétique. J'aimerais lire une citation. Et ensuite, on écoutera un son de cloche après. Lire de la poésie, c'est déjà opposer une résistance à un monde obsédé par la performance, la perfection, le toujours plus. C'est prendre le temps d'écouter le fracas intérieur et puiser dans nos ressources pour faire face et tenter de construire un beau futur.
On va rester dans la poésie encore un petit peu. Évidemment, on sait tous que Thay est un poète. La pleine conscience nous rend sensibles, éco-sensibles. Elle touche notre intelligence des sens, puisqu'on est invité à chaque instant à revenir à notre corps et à ne plus être perdu dans notre mental. Revenir au corps, détendre le corps. C'est tout ce qu'il y a à faire. Parfois c'est facile et souvent peut-être c'est difficile. Vraiment, hein, c'est tout ce qu'il y a à faire. Dans la détente, toucher le calme, toucher la paix, toucher l'espoir. Et se relier à un temps infini. On n'est pas limité par ce corps, ces sensations, ces perceptions, ces formations mentales et la conscience. Pardon. Tout est dans le Sutra du cœur. Si vous avez des questions, plongez dans le Sutra du cœur, qui nous amène à l'autre rive, la rive de la liberté, de la paix, de la joie. Et c'est toujours un endroit où on peut aller, mais c'est toujours à trouver un équilibre, cet équilibre de tension, détente, action, non-action. Je respire, je me détends, je reviens au corps. Et je suis en contact avec ce qui se passe dans mon environnement, qui vient toucher des choses belles et des choses plus difficiles. Une petite citation de Arthur Rimbaud. Pas que la poésie est une utilité, mais l'art, on le sait, la culture, a sa place, a toute sa place dans notre société. Ce n'est qu'au prix d'une ardente patience que nous pourrons conquérir la cité splendide qui donnera la lumière, la justice et la dignité à tous les hommes et à tous les êtres. Ainsi, la poésie n'aura pas chanté en vain. Des artistes engagés, des méditants engagés, des guerriers bienveillants et paisibles. Espérons que ce soit le monde de demain. Engagés politiquement pour dénoncer des choses avec l'art graphique urbain pour permettre à ceux qui n'ont pas forcément les moyens ou les conditions pour aller dans les musées. Et donc j'aimerais avoir une image de Banksy. Tu peux choisir celle que tu veux. On va voir, ça va être la surprise.
pour dénoncer évidemment notre religion du XXe et XXIe siècle, en tout cas le début, de la consommation, de la surconsommation, de la productivité. Évidemment, pour ceux qui savent ou ceux qui ne savent pas, Banksy a beaucoup fait de graffiti en Palestine. Celle avec les 2 garçons sur le mur à Bethléem qui jouent. Sœur Sonan, qui jouent comme s'ils étaient à la plage avec les seaux et avec un espoir qu'un jour ils pourront aller voir la mer qui est à juste quelques kilomètres. Et la colombe, symbole de paix. Et ça, c'est ce que on voit juste après avoir passé le checkpoint entre Jérusalem et pour arriver à Bethléem. C'est Welcome to Palestine. Bienvenue en Palestine, bienvenue à Bethléem. On peut être engagé de manière simple. Il n'y a rien de compliqué dans toutes ces images. On peut aussi dénoncer les choses qui se passent dans notre société, dans notre monde. Les artistes sont là pour le faire. Il y a un tableau très connu de Jean-François Millet, de la fin du 19e, pour critiquer la société du Second Empire, la pauvreté, la précarité des paysans, de la vie paysanne, où là on voit 3 personnes qui glanent, donc c'est les glaneuses, les 3 glaneuses, qui prennent les restes. Et on a la version moderne, qui est vraiment très proche de la réalité, avec les chiffonneurs en Inde, où les enfants et les adultes doivent, pour avoir un tout petit peu d'argent, la photo des chiffonneurs, ramasser du plastique dans les déchetteries pour pouvoir survivre. Alors évidemment, quand on voit ces images, notre cœur souffre et on ne sait pas quoi faire. Merci, sœur. Notre amour est illimité. Notre amour n'est pas contenu juste là, dans notre cœur, dans notre corps. Il y a tellement de choses à changer dans notre monde. Par où commencer ? Par où commencer ? Par soi. On commence par soi. On commence avec notre environnement proche. Et ensuite, on déroule. Et si évidemment on a la capacité, des occasions de pouvoir aller dans ces endroits et aider un tout petit peu, alors évidemment, on le fait. Comment je prends soin de mon sentiment d'impuissance, de ma tristesse.
Je vais aller assez vite parce que je pense que beaucoup connaissent ce schéma. Toutes les graines sont dans notre conscience du tréfonds. Cette conscience qui nous vient de milliers et millions d'années, la conscience animale, végétale, est en nous. L'instinct de survie, de défense. Quand on voit quelque chose, quand on entend quelque chose, quand on pense à quelque chose, une graine est touchée. Et si cette graine est touchée souvent, il suffit juste d'un instant pour qu'elle émerge dans notre conscience mentale. Ici. Pouvoir être ancré dans le moment, dans notre corps, se détendre et accepter ce qui se passe. On fait appel à la pleine conscience pour prendre soin de ce qui se passe. Et si c'est une graine positive, on en prend soin aussi, de la même manière, et on la reconnaît. C'est important de savoir prendre soin de l'aspect de la souffrance, mais c'est peut-être encore plus important dans notre manière éducative, sociétale, dans nos relations avec les autres, avec nous-mêmes, de focus, de vraiment mettre du temps et de l'énergie dans arroser les bonnes graines et être conscient que là, j'ai pas mal aux dents, j'ai pas mal à la tête. On a 3 sortes de sensations. C'est juste pour communiquer. Négative, mal à la tête, mal de dents, mal au ventre. Positive, je suis bien, je me sens bien, je suis confortable, je suis à l'aise. Et neutre. Et la plupart du temps, soit on est dans le négatif, soit on est dans le neutre. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'en fait, le neutre contient le positif. Des choses qu'on croit acquises et qui passent inaperçues. Tai nous dit, si on fait la liste de toutes les conditions de bonheur qu'on a là aujourd'hui, 1 page, 2 pages, 3 pages, ça ne suffit pas. Et on est exactement là. De s'arrêter, de prendre conscience de ce moment et de regarder, d'investiguer, introspection, et de se dire, ok, comment est-ce que je suis là ? Alors il y a peut-être un peu de choses qui frottent, et ça va, c'est bien. Mais plus on a la capacité de reconnaître qu'on est bien, plus cette graine va prendre de l'espace et va nous aider à prendre soin des graines qui nous causent la souffrance.
Dans notre tradition, on nous invite à revenir au corps, tout le temps et tout le temps et tout le temps, à prendre soin de notre corps et à voir que ce corps est une merveille de la vie. Et on sait aussi que le mental a un effet sur notre corps, que les émotions ont un effet sur notre corps. Savoir prendre soin de notre corps, c'est savoir prendre soin de nos émotions et aussi de notre mental. Et évidemment, il y a une claire connexion entre les émotions et le mental. Et tout ça, comme des boucles rétroactives. Et donc c'est à vous de voir qu'est-ce qui se passe. Émotions, sentiments, sensations. Je mets tout dans le même paquet. Je suis pas une neurobiologiste, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est d'avoir une compréhension basique de comment est-ce qu'on fonctionne. Et de savoir qu'on peut reprendre les manettes et qu'on n'est plus obligé d'être en pilote automatique, comme Thaï nous le dit. Et que c'est ça la pleine conscience. De savoir ce qui se passe dans mon mental, de savoir ce qui se passe dans mon corps, de savoir c'est quoi cette émotion qui monte, de pouvoir la nommer, plus ou moins. C'est peut-être de la colère, c'est peut-être de la tristesse, c'est peut-être du ras-le-bol. Vous pouvez inventer vos émotions aussi. C'est de la joie. La joie, la joie, la joie. La joie qui nous donne ce dont on a besoin, de l'énergie, de l'enthousiasme, de la vitalité. On a envie de continuer. S'il n'y a pas de joie, changez quelque chose. Quoi ? À vous de voir. Je ne peux pas le dire pour vous. Quand on expérimente un changement grâce à la pleine conscience, dans notre manière d'être, dans notre manière de voir les choses, dans notre manière de réagir aux situations, on touche la joie. L'espoir. Il y a les yeux qui scintillent. On a confiance. On a ce courage de continuer. On persévère. On endure parce qu'on sait
qu'on est sur un chemin avec la présence qu'on développe, qui nous amène quelque part. On ne sait pas trop où, mais on sent que ça va dans la bonne direction. Même si peut-être il y a des moments où on se sent enlisé, dans la boue, de vivre l'expérience jusqu'au bout. C'est parfois pas facile. C'est peut-être aussi des fois impossible, avec peut-être les conditions de vie. Si vous avez une famille, un travail, je vous l'espère, peut-être que les conditions ne sont pas totalement réunies. Mais que ce chemin peut commencer. S'autoriser à vivre quelque chose d'inconfortable, par exemple, sans réagir. J'ai parlé aussi de paix, de tranquillité. Qui est le meilleur moyen de pouvoir prendre soin de ce qui se passe. Aller faire une marche méditative, elle n'a pas besoin d'être lente. Lente, si vous la souhaitez lente, rapide, si c'est mieux pour vous. À partir du moment où vous êtes conscient de ce qui se passe et que l'énergie de confusion, de souffrance, qui est plutôt dans la tête et peut-être dans le cœur, dans le système digestif, là où ça coince, de ramener l'énergie dans les pieds. Donc peu importe si vous marchez lentement, rapidement. Lentement, en principe, ça ramène plus de paix, mais quand on est bien au taquet, des fois, ça ne marche pas. Donc aussi de voir quelle est la justesse de ce moment. Quelle est votre justesse à vous? Quel est votre juste milieu? Peut-être qu'aujourd'hui, vous aurez besoin de marcher tranquillement, lentement, un pas, je respire, un autre pas, j'expire. Et demain, il y a quelque chose qui se passe et vous sentez, j'ai envie de me défouler, j'ai envie de faire un jogging, en pleine conscience. Juste de permettre à votre corps de faire le process. Et c'est ça aussi le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ce n'est pas un bouton qu'on appuie, malheureusement. Ce serait trop simple. C'est un process qui implique le corps, tout notre être, toutes nos cellules. Et ce n'est pas par la volonté du mental qu'on va y arriver, mais c'est justement par traverser l'expérience. Toujours en gardant cette étoile polaire, ce souhait intérieur de se libérer, mais sans être dans la force et le trop de tension. S'il y a trop de tension, il n'y a pas de lâcher prise. Et s'il y a trop de détente, peut-être que là aussi, c'est pas juste. Donc c'est d'être dans cette zone grise où on ne sait pas trop où on va, mais on sait qu'il y a quelque chose qui se passe, on le sent. Et du coup, on a une certaine tranquillité, une acceptation de ce qui se passe, une ouverture.
qui nous permet aussi d'avoir un regard, un esprit équanime. Souffrance, bonheur, je vous accueille tel que vous êtes. Évidemment, je préfère le bonheur, mais si la souffrance se manifeste, je t'accepte tel que tu es. Qu'est-ce que tu as à me dire ? Si tu es là, c'est que tu as quelque chose à me dire. Je t'écoute. Je peux t'écouter parce que je suis tranquille. Je ne suis pas en train de m'agiter. Je ne suis pas sur mes écrans. Je ne suis pas en train de me comparer aux autres. Je ne suis pas en train de me juger, de me critiquer. Ah ben non, c'est bon, c'est bon. Donc, pour ceux et celles qui ne le savent pas, voici les 7 facteurs d'éveil. Et en dernier, on a la concentration. Qui n'est possible que grâce à la tranquillité. Je vous ai fait un beau schéma, alors je vais le prendre parce que et à la fin, il y aura une chanson, donc restez. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Ça, c'est probablement une des premières choses et qui, évidemment, reste sur le chemin du méditant, si on veut se qualifier comme ça. D'avoir cette curiosité sur nous-mêmes, sur le monde, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche. Cet émerveillement de ce corps humain, de la relation de ce corps avec tous les êtres qui l'entourent et qui lui permettent de vivre. Je me sens très chanceuse parce que tout ce qui est arbres, fleurs, j'y connais rien du tout. Donc j'ai tout à apprendre. Et du coup, je garde aussi un regard d'enfant qui s'émerveille parce que je suis incapable de mettre des noms sur les arbres et sur... voilà. Donc au lieu de, par exemple, me juger, me critiquer ou en disant quand même, tu pourrais apprendre les noms des arbres, quand on te demande, tu ne sais pas quoi répondre. L'année dernière, j'ai planté des courgettes, je crois, à la Happy Farm. Je crois qu'elles ont poussé en plus. Curiosité
émerveillement, il y a une très belle phrase que j'aime beaucoup de Thérèse d'Avila, qui pourrait être dans cette zone-là. Je m'amuse, hein, c'est pas du... Ok, c'est juste pour s'amuser. Dans la joie et la tranquillité, dans le contentement, I have enough. Ce que j'ai, ça me suffit. Et donc Thérèse d'Avila nous dit, dans son expérience mystique, je ne suis rien, je n'ai rien, et il ne me manque rien. Contentement. Tout l'inverse de ce que notre société nous pousse à consommer plus, à avoir plus, à faire plus, à être autrement, à être différent. La présence, grâce à la pleine conscience qui nous permet de regarder ce qui se passe, d'écouter ce qui se passe, de voir autrement. De regarder dans les 4 nobles vérités, la souffrance est là. Quelles sont les causes de la souffrance ? Comment est-ce que je pourrais prendre un autre chemin pour toucher les graines de bonheur, pour que le bonheur soit là, maintenant, tout de suite. Et souvent, il n'y a pas besoin d'éliminer la souffrance pour pouvoir expérimenter une sensation de bien-être. L'expérience, sans doute, les expériences les plus belles, justement, c'est au cœur de la souffrance, de pouvoir toucher au cœur de l'ombre, de pouvoir voir la lumière. Une des choses que le Covid nous a rappelé, c'était qu'on était des êtres humains, animaux, que tout était impermanent et que nous allons donc mourir. Ça semble évident, mais dans notre société de consommation, c'est quelque chose d'obsolète dont on ne parle pas. Ombre et lumière, finitude et l'infini, l'ultime et la réalité historique. C'est ça qu'on peut amener de différent dans le monde. C'est cette dimension à la fois d'être dans l'historique, d'être dans le monde, d'être dans le fini. Je vais mourir un jour, je vais être malade. Et en même temps, de se savoir faire partie d'un courant de vie qui a commencé depuis la nuit des temps et qui va continuer après moi.
Quand on arrive à avoir un cœur et un esprit capable de toucher l'équanimité, peu importe ce qui se passe dans notre environnement, on touche une certaine stabilité dans le corps, dans l'esprit. Quelque chose aussi de très important à développer. Le silence. Le silence des mots. La vraie présence. On ne peut pas être présent si dans notre mental, ça tourne. Une profonde joie qui pourrait être comme une béatitude ou vraiment un waouh profond, nous ramène au silence. Il n'y a pas de mots pour décrire. Et on revient à la poésie qui nous permet justement de toucher, de nous faire toucher ces émotions qui parfois sont difficiles à exprimer. Dans notre tradition au village, on est invité dans chaque activité, dans chaque chose qu'on fait, d'être présent profondément pour toucher le sacré, toucher la profondeur et la fragilité de la vie, du vivant. D'être en gratitude, de pouvoir faire cette petite expérience, ce petit moment de lumière, de petit moment d'extase quand on fait la vaisselle, quand on balaye, quand on s'occupe du jardin, quand on lave les toilettes. De toucher le sacré dans le profane, de toucher l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et donc de ramener cette présence, cette qualité de présence à la maison, au bureau, avec les amis, où que vous soyez, où qu'on soit, on peut le faire. Mais ça demande de l'entraînement et de la persévérance, même si peut-être il y a des échecs, c'est pas grave, on continue. Même si l'environnement n'est pas adéquat, de se rendre compte que l'environnement est difficile et de voir comment est-ce que je peux faire pour prendre soin du sacré qui est en moi. Prendre soin de la graine de paix, d'amour, de bienveillance, de compassion, de pardon qui est en moi. Comment est-ce que je peux prendre soin de la graine de violence qui est en moi et qui est dans le monde? Le bouddhisme est toujours engagé, nous dit Thay. Prendre soin de la graine de violence en moi, de la graine de joie en moi, c'est prendre soin de la graine de violence dans le monde. On a une très belle calligraphie de Thay. La paix en moi, la paix dans le monde. On n'a pas forcément l'opportunité, l'occasion d'aller frontline,
d'aller au-devant, d'aller là où il y a besoin. Et là, maintenant, on va aller marcher ensemble. Il ne pleut pas, il fait beau pour l'instant. On peut générer la paix pour soi et pour le monde. La joie, la gratitude pour soi et pour le monde. Et quand on se... J'aimerais finir avec une citation de Graf Durkheim, qui était psychothérapeute et philosophe allemand du XXe siècle et qui est allé au Japon juste avant ou pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que diplomate et qui a découvert et qui a été initié au zen japonais et qui est revenu et qui a essayé de transmettre ce qu'il avait vécu et de faire un pont un peu entre l'Orient et l'Occident. La voie, le chemin spirituel, est la manière dont l'être humain, en acceptant la souffrance de sa finitude, ranime sans cesse l'étincelle de l'infini qu'il habite. C'est par cet embrasement de l'infini qu'il commence à mourir et à renaître sans cesse à quelque chose de nouveau. Chaque moment est un moment nouveau. Si on sait lâcher prise. Si on s'autorise à faire l'expérience du lâcher prise. La chanson. Donc c'est une chanson. Silence is an ocean. Language is a river. 100 voices inside saying that's enough for now. When the ocean calls to you, don't walk to the river. Listen to the ocean. That's enough for now. Silence is an ocean. Language is a river. 100 voices inside saying that's enough for now. When the ocean